Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathilde Giraud, donc directrice éditoriale de Grande Contrôle. Et on arrive à la fin de notre festival du printemps du podcast, 4e journée, dernière table ronde. Merci d'être là, parce qu'il fait beau dehors, il y a du soleil, donc c'est assez tentant d'être sur la terrasse. Et pour cette dernière table ronde, on va s'intéresser à un sujet qu'on aime particulièrement bien dans cette équipe, qui s'intitule « S'extraire du cadre pour trouver sa place ». On va parler de changement de vie, que ce soit changement de vie professionnel, que ce soit changement de vie géographique ou spirituel. Et on va se poser la question de savoir si ce changement de vie, finalement, permet à un moment de trouver sa place dans sa propre vie, dans le monde, dans la société. On a la chance d'avoir 3 porteurs de projets très différents, chacun, finalement, mais qui se rejoignent, je dirais, à 2 endroits. Le premier, c'est que, évidemment, ces 3 podcasts ont la particularité de parler de comment on rompt avec ses habitudes, avec le connu, ou, comme d'autres diraient, comment on sort de sa zone de confort. Et puis, le deuxième point commun, bien évidemment, c'est que chacun, dans ce podcast, essaie de répondre à une question ou à une quête de sens dans son existence. Alors, s'extraire du cadre, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être partir à l'aventure. Donc, c'est ce que nous raconte finalement le podcast Les Dessous de Zai Zai, qui est porté ici par Julien Badoil. Merci d'être là, Julien. Merci à toi. Ça peut être aussi s'installer dans une ville étrangère. C'est ce que va nous raconter Laura Eisenstein avec le podcast Why Are You in Rome? Merci. Et puis, ça peut être aussi rompre avec ses croyances. Et ça, c'est Elisabeth Feiti qui est avec nous pour nous parler de méta de choc sur ce vaste sujet. Voilà, merci à tous les 3 d'être avec nous. On va démarrer, puisqu'on est en majorité féminine, par Julien. Julien, Les Dessous de Zai Zai, c'est le journal de bord d'une famille qui a décidé de tout plaquer pour partir à l'aventure sur une durée indéterminée, comme il est dit. Alors, c'est pas toi, mais toi, tu as accompagné en fait ce projet. Comment tu présenterais en fait cette histoire et qu'est-ce qui vous a poussé à créer un podcast plutôt qu'autre chose sur cette expérience-là? Eh bien, ce qui nous a motivés, c'est surtout l'envie de raconter des histoires et de présenter toute leur aventure, déjà pour eux, leur laisser une trace de tous ces souvenirs, de tout ce qu'ils ont traversé, de tout ce qu'ils traversent, de tout ce qu'ils apprennent. Et également d'avoir cette manière-là de le présenter aux personnes comme eux, qui cherchaient à faire le tour du monde, mais qui n'avaient pas assez d'informations. Ils ont beaucoup regardé sur Internet, il leur manquait des choses. Ils avaient envie de faire un peu ce lien-là aussi. Et le format sonore, c'est le format le plus pratique, le plus facile d'accès. Quand tu es sur un bateau, ouais, par exemple? Clairement. Et beaucoup moins. En fait, je leur ai conseillé d'acheter un Zoom H1N, un micro-cravate, et puis c'était parti. Prise de son stéréo, prise de son mono. Ils récupèrent tous les sons, ils me les envoient. Et en fonction, au départ, on est parti assez freestyle, assez Zai Zai, dans tous les sens. Et au fur et à mesure, on a commencé... Zai Zai, c'est le nom du bateau, hein, pour vous expliquer. En fait, donc c'est 4 personnes, donc les parents et leurs filles, qui sont partis sur un catamaran. Faire d'abord le tour traverser l'Atlantique, c'est ça? Ouais, ils ont commencé en fait à accompagner la Mini Transat, c'est une course, ils étaient bateau accompagnateurs, c'était un peu leur point de départ, ils ont dû même accélérer pour partir, c'était un peu dans l'urgence, mais ça a vraiment permis à cette famille d'y aller, vraiment de sauter, parce que c'est pas facile, ils ont vendu leur maison, ils ont vendu beaucoup de choses pour aller explorer, et comme ils disent, courage fuyons, mais dans la bonne humeur. Et une fois qu'ils sont partis, ils ont fait pas mal autour des Caraïbes, ils ont fait le tour, puis ils sont remontés. Ils sont en train de remonter actuellement, ils sont en train de traverser l'Atlantique des Açores jusqu'à la Bretagne. Ils arrivent à la fin de la semaine prochaine, de retour à la fin de cette première saison, quoi. Et toi, comment tu les as accompagnés justement sur ce projet-là? Moi, je les ai accompagnés. En fait, je connais Anne-Laure qui a cofondé la Coloc à Lorient, qui est un espace de coworking assez dynamique. Et puis, lors d'événements, j'ai pu échanger avec elle. Moi, je me lançais dans le podcast. Et puis, de fil en aiguille, on a tout tissé des liens. Et puis, quand ce projet est arrivé, c'était 1 an après qu'on se soit rencontrés. Elle m'a dit, c'est avec toi que je veux le faire, parce que j'avais déjà bossé un petit peu pour eux. Et elle m'a dit, j'aimerais vraiment que tu racontes notre histoire. Et puis, je te fais confiance. Donc, je sais que je peux compter sur un réalisateur sonore qui a sa patte, qui a son univers et qui les comprend. Et donc, je t'envoie les sons. Et puis, on va partir dans cette aventure et on va vivre ça ensemble.
Et la deuxième saison va sûrement être Anne-Laure qui va prendre les rênes. Je vais la former, mais elle a déjà beaucoup progressé dans la prise de son, dans la manière de réaliser. Elle va passer au montage pour raconter aussi d'une autre manière. Ça lui ressemble et c'est mouvant. C'est vraiment un projet qui est très mouvant et très adapté à leur univers aussi. C'est ça qui est chouette, quoi. Ah, moi, je trouve qu'il y a une énergie très particulière en fait dans ces podcasts. On sent vraiment le peps, quoi, et notamment des deux. Et c'est ça qui est génial d'avoir réussi à retraduire ça, cette dynamique-là. C'est clairement l'énergie d'Anne-Laure qui a 1000 idées à la seconde, qui part dans tous les sens. Et moi, je suis assez comme ça, mais justement, comme j'accompagne des personnes à faire du podcast, j'amène à amener de l'organisation et de la structure dans tout ça, pour faire une cohérence, pour faire quelque chose d'équilibré. Et c'est pour ça qu'au début, je me suis un peu laissé vraiment emporter par l'énergie d'Anne-Laure. Et alors, on a fait vraiment une palette sonore riche, qui raconte plein de trucs, qui est assez originale, et c'est pour ça que ça fonctionne. Et puis après, on essaye d'avancer un petit peu plus dans la réalisation, un peu mieux racontée, chapitrée, avec des parties un peu plus claires, un peu plus structurées. Mais c'est vraiment cette énergie-là, et Anne-Laure porte le projet. Il y a Guéno, son mari, puis Cléo et Julie, leurs 2 enfants, leurs 2 filles, qui du coup prennent aussi de plus en plus leur place dans la manière de s'exprimer. Et maintenant, c'est même Julie qui fait des interviews, donc qui prend l'enregistreur, qui remplace maman et qui s'éclate aussi avec. Et donc j'adore la parole qui se libère aussi, cette aisance. Et on sent aux premiers épisodes et au dernier qu'elle est beaucoup plus fluide dans la manière de s'exprimer, dans la manière d'être elle-même, et puis de s'en fiche un petit peu du regard des autres. Alors qu'au départ, c'est pas facile, et je suis passé par là. On passe tous par là quand on fait du podcast, donc j'aime bien aussi ça, quoi. Est-ce que dans le podcast, justement, un des projets était vraiment de traduire la rupture de rythme. On les entend parler à un moment donné d'un vrai changement de mode de vie, de mode de consommation, de mode d'éducation. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le podcast ? On le retrouve, et il y a encore énormément de matière qu'on peut raconter, et c'est pour ça que ça va être chapitré d'une autre manière dans les prochains, parce que c'est tellement de choses qui sont arrivées pour eux que d'un coup, tout a été remis en question. Et ils ont beaucoup, beaucoup d'apprentissages qui aussi sont encore en train de descendre et d'infuser en eux dans leur manière d'être, de vivre et de s'imaginer la suite. C'est pour ça qu'ils reviennent, mais ils viennent vraiment clôturer un chapitre qu'ils ont commencé par la fuite du départ. Et là, ils se sont trouvés vraiment eux-mêmes. Ils ont trouvé vraiment une nouvelle manière de vivre. Et ils reviennent pour un peu dire, nous voilà comment on va être maintenant, et on repart. Et c'est vraiment un chemin aussi que j'ai connu quand la première fois que j'ai quitté Paris. Je sous-louais mon appartement. Et j'avais encore ce lien-là, j'avais pas vraiment fait le grand saut. Et pour moi, quand je pensais à prendre sa place, c'est la première fois où je suis sorti du cadre, c'est quand j'ai quitté Paris. J'ai pu l'observer, en fait, ce cadre. Et j'avais quand même ce lien. Et j'ai dû revenir l'année suivante pour clôturer le logement que je sous-louais. Et là, j'avais vraiment quitté Paris. Mais parce que j'étais en entre-deux, ils étaient un peu pareils, j'aimais bien ce rapport-là. Et donc, je me suis pas mal retrouvé dans leur univers aussi, quoi. La boucle était bouclée. Tout à fait. Alors, une autre qui a quitté Paris, mais surtout, j'aime bien, justement, je rebondis sur cette expression de fuite dans la bonne humeur, qui est l'expression d'Anne-Laure. Et Laura, toi aussi, tu t'es demandé finalement si le choix de partir à Rome, c'était pas une fuite. Et tu t'es tellement demandé ça que, à un moment, tu t'es dit, peut-être qu'il faut que je trouve une réponse à donner à ceux qui me demandent pourquoi je suis partie. Et de là est né ce podcast. Est-ce que tu veux nous... Exactement, ce podcast, il n'était pas du tout prévu. Moi, je suis partie il y a 1 an, ça va faire 1 an le 1er juin, à Rome. Pas sur un coup de tête, parce que j'avais toujours en fait, voulu, bien sûr, habiter à l'étranger. J'étais passionnée par l'Italie. Mais je suis partie alors que j'avais toute ma vie en place à Paris. Et du coup, tout le monde me disait, mais pourquoi tu pars ? T'as un travail, t'as des amis, t'as ta famille. Pourquoi est-ce que tu pars ? J'ai dit, mais parce que j'ai envie de partir et je sais pas pourquoi. Et en fait, quand je suis arrivée à Rome, tout le monde me disait, mais why are you in Rome ? Parce que j'étais pas là pour le travail, j'étais pas là pour rejoindre quelqu'un, j'étais pas là parce que j'avais des amis en particulier. Et du coup, à chaque fois, j'avais une réponse différente. Donc à chaque fois, je disais, non, mais parce que j'aime vraiment la culture italienne, non, mais parce que, oui, je voulais développer des podcasts en langue étrangère, mais à chaque fois, j'avais une réponse différente. Et en fait, je me suis dit, mais attends, peut-être qu'il faudrait que j'aille poser la question aux autres personnes, parce qu'est-ce qu'il y a une vraie réponse quand on part ? Et donc, je me suis dit, j'ai rencontré des tas de personnes, bien sûr, de plein de pays différents, et des Italiens aussi. Et je me suis dit, mais en fait, je vais les inviter sur mon balcon. Et puisque moi, je ne sais pas répondre à la question, je vais leur poser la question. Et en fait, en posant cette question-là géographique, parce que je pense que dans l'ancrage, quand on prend sa place, c'est quelque chose aussi de très géographique. Ils racontent en fait toute leur vie. Ils se retrouvent à finalement, à la fin, me dire, non, mais j'étais venue pour le travail. Mais en fait, je sais pas, oui, j'ai accepté un CDI, mais en fait, c'est peut-être une autre raison pour laquelle je suis venue. Et du coup, moi qui étais incertaine de ma réponse, et je rencontrais les personnes qui étaient plutôt certaines, en fait, je me suis rendu compte qu'on était tous incertaines. Et que c'était peut-être ça qui était intéressant. Et cette question de la fuite, surtout, moi, on m'a aussi reproché
de fuir. Et j'avais rencontré dans un de mes épisodes justement une Ukrainienne. C'était bien sûr avant ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui. Et elle m'avait dit, mais en fait, on a le droit de fuir aussi. On n'est pas obligé de rester. Et aussi, fuir peut être aussi une forme de courage, une forme de force. Et c'est vrai que ça m'a pas mal ouvert l'esprit. Et là, tu as combien d'épisodes en fait sur ton podcast aujourd'hui ? Alors là, je crois que j'en ai 4 ou 5 actuellement. En fait, j'ai commencé, c'est un podcast que je fais bien sûr en indépendant, donc en plus de toutes mes activités. Et je m'étais dit oui, je vais y aller tous les 15 jours, je vais le sortir tous les 15 jours, mais c'est vrai qu'en fait, c'est des conversations déjà qui sont très intimes. Moi, je les prépare pas du tout, ces conversations. En fait, c'est des personnes que j'ai rencontrées. Soit dans la rue, soit à une soirée, à un événement, à une exposition, j'en sais rien. Et en fait, je prends toujours ce point de départ-là et je me dis, ok, on s'est rencontrés à tel endroit. Donc ça va donner en fait au public un peu une manière de voir Rome autrement. Et de là, on déroule la conversation. Mais j'ai volontairement, moi qui suis très formatée, bien sûr, je travaille dans le podcast, donc les formats, les contenus. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais rien préparer. Et donc, on commence cette discussion et ça m'enrichit beaucoup. Mais du coup, ça prend beaucoup émotionnellement. Donc, c'est vrai que j'ai pas tenu énormément une très grande régularité. Mais là, je vais m'y remettre. Donc, en fait, tu es en train de dire que finalement, le podcast, où on nous dit toujours qu'il faut écrire avant tout ce qu'on veut faire, non, finalement, non. Et c'est ça qui est drôle, c'est que moi, je suis très, très carrée. J'étais très carrée, en fait, avant de partir à Rome. C'est ça qui est amusant. Et très planifiée. J'avais beaucoup dans la technique, etc. Et en fait, au moment où on s'attend à rien, au moment où justement, je suis partie sans forcément attendre de réponse ou peut-être en attendant une réponse que je ne connaissais pas, et je me suis dit, c'est quand même sympa quand on arrête de prévoir, quand on arrête de planifier et quand on revient aussi au contenu de la discussion, en fait. Et là, quand il y a une personne qui me parle, je l'écoute en fait attentivement. Et ce qu'elle m'écoute me touche. Et donc, j'ai envie de lui poser une autre question. Et moi, ça m'éclaire aussi. Donc, moi aussi, je réagis. Et je dis, ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais la fuite, blablabla. Et donc, du coup, c'est que des choses comme ça. Et je pense qu'il y a plusieurs types de contenus. Mais ça peut être aussi bien parfois de la spontanéité. Et la liberté aussi, surtout. Est-ce que les gens que tu interviews découvrent en fait des choses qu'ils ne soupçonnaient pas sur leur démarche personnelle à eux? Ouais, exactement. Et c'est là où c'est amusant et hyper touchant. C'est que donc en général, ils arrivent chez moi, soit pour un café, soit pour une glace, parce qu'à Rome, les glaces, c'est à toutes les heures. Soit pour un verre, soit pour un dîner. Ça m'est arrivé de cuisiner. Et donc, on commence une discussion et ils me disent « Oui, bon, tu m'as invité, je veux bien le faire parce que voilà, on s'entend bien et que ça va être sympa comme discussion. Mais je suis venue pour telle raison, en fait. » Et au gré des discussions, j'avais notamment le premier épisode, qui est un épisode qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle Christina, qui vient de New York et qui était revenue en fait reconnectée avec ses origines. Elle était là pour 2 mois en Italie. Et en fait, elle avait un chien et elle l'a appelé Renato. Et Renato, en fait, en italien, c'est reborn, c'est renaître. Et elle était à une période de sa vie, c'est ce qu'elle dit dans le podcast, où elle est en train de se séparer, elle était en plein divorce, elle était en train de tout remettre en question dans sa vie. Et elle venait d'avoir un chien. Et je lui dis à la fin, mais en fait, c'est Renato ta vie. Et elle me dit, ah oui, en fait, je suis en train de renaître. Et donc, c'est ces échanges-là. Et à la fin, quand on termine la discussion, on continue en fait en off et on se dit plein de belles choses. Et on est juste content d'avoir pu s'exprimer et toujours découvrir plus de choses sur soi-même. Ouais. Elisabeth, toi, tu n'es pas partie. Mais en fait, j'avais envie de te demander si tu n'étais pas revenue de tes croyances, finalement. Toi, t'extraire du cadre, ça a été de créer Méta de choc. Quelle a été la démarche qui t'a animée ? Alors, oui, effectivement, j'aurais tendance à dire que je suis revenue parmi nous, parmi vous. J'étais partie très loin dans des croyances spirituelles assez communes, en fait, qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui, autour de la loi de l'attraction, autour de tout un tas de choses, comme les chakras, les énergies, les soins alternatifs, etc. J'ai vécu ça pendant une 15aine d'années, donc j'ai été une fervente adepte et j'étais aussi très appliquée dans ces croyances que j'appliquais dans ma vie de tous les jours. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic où je me suis dit, mais en fait, j'ai plus envie de ça. Et pourquoi j'ai plus envie de ça ? Parce qu'il y avait cette forme, et il y a cette forme-là souvent dans la spiritualité contemporaine qu'on retrouve quand on est engagé assez loin, assez profondément dans cette croyance. C'est la lutte entre le bien et le mal, en gros, parce que si on est engagé spirituellement, on est du côté des forces du bien, des énergies élevées,
de l'ascension spirituelle, et puis on essaye d'emmener l'ensemble de l'humanité dans le même sens. Et ça veut dire aussi, quelque part, de lutter contre les forces du mal qui rabaissent, qui alourdissent l'âme humaine, etc. Et en fait, un jour, je regarde une vidéo d'une personne qui était anciennement croyante également. Enfin, moi, à l'époque, j'étais croyante. Et elle dit, mais en fait, est-ce que vous êtes sûr, en s'adressant à son public, est-ce que vous êtes sûr que les chakras existent ? Est-ce que vous êtes sûr que les énergies existent ? Qu'est-ce que ça veut dire, la 5e dimension ? Et là, tout à coup, je me suis dit, mais je ne sais pas. Je ne suis sûre de rien. Toute ma vie, depuis 15 ans, est fondée là-dessus, de manière croissante. Hein, ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Mais est-ce que je suis sûre de ce en quoi je crois ? Et à partir de là, j'ai mené un questionnement et j'ai découvert ce qui s'appelle la métacognition, c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées. La métacognition, c'est la cognition de la cognition, c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées. Et je me suis dit, mais pourquoi je crois ce que je crois ? Pourquoi j'en suis arrivée à croire à tout ça ? Qu'est-ce qui, dans ma vie aujourd'hui, fonde mes pensées et pourquoi ? Et à partir de là, au départ, je pensais créer un magazine en ligne, en fait, avec des contributions textuelles, de différents intervenants sur la métacognition. Mais en fait, je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait assez peu de nerds, de geeks comme moi qui s'intéressaient à la métacognition. Et que ça allait être compliqué de monter cette usine à gaz plus ou moins toute seule. Et j'ai découvert le podcast, en fait, par une personne qui avait un podcast et qui m'a interviewée sur un projet de film que j'ai autour justement de ses croyances. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, le podcast. C'est facile à faire. Moi, je viens de l'audiovisuel, je suis documentariste. Donc, je sais déjà prendre le son, je sais déjà monter des produits audiovisuels. Mais c'est tout à fait accessible pour moi. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Donc, tu t'es lancée toute seule sur ce projet-là ? Ah oui, absolument. Pendant 1 an, j'étais absolument toute seule, avec l'ambition de faire ça toutes les semaines, de diffuser toutes les semaines, ce que je fais plus ou moins, donc tous les vendredis. Et en fait, au début, je me suis dit, je peux le faire toute seule. Et comme mon modèle économique est assez particulier, c'est-à-dire que je ne souhaite pas mettre de publicité, je veux faire quelque chose de vraiment indépendant et d'éthique, entre guillemets, qui repose sur le don des auditeurs et des auditrices, je savais que je n'aurais pas les moyens de payer des gens. Et du coup, au départ, pendant 1 an, j'ai fait ça toute seule. Et en fait, j'envisageais pas spécialement de demander à des gens de m'aider. J'attendais le moment où j'aurais les moyens pour payer des gens, ce qui est le cas aujourd'hui. Je commence à payer les gens qui m'aident. Mais au bout d'1 an, il y a des gens qui sont présentés à moi en me disant, mais c'est super ton podcast, est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que je peux te proposer ? Moi, ma profession, c'est ça, ou moi, j'ai du temps libre, etc. Donc, il y a quelques personnes qui m'ont proposé de m'aider à partir de là. Et comment tu choisis tes sujets ? Par quel bout tu as pris cette question, quand même, qui est très, très, très vaste ? Alors, oui, elle est très vaste. C'est-à-dire que ça concerne autant la psychologie que la sociologie, que les neurosciences, tout ce qui concerne... ce qui peut nous permettre de comprendre ce qui se passe dans notre tête, en fait, et d'où nous viennent nos croyances, ou d'où nous viennent nos pensées. Et quand on creuse, on s'aperçoit que, finalement, pourquoi je pense telle chose, ou pourquoi je crois à telle chose, c'est pas si évident que ça. Et il y a aussi des choses où on se rend pas compte que c'est des croyances. On pense que c'est normal, enfin, on se pose pas la question. Et donc, je choisis des sujets un peu en fonction des personnes que je rencontre sur mon chemin, ou des sujets que je veux vraiment traiter. Donc, évidemment que le sujet de la spiritualité contemporaine était important pour moi à traiter. C'est quelque chose que je traite assez régulièrement, non seulement parce que je connais bien le sujet, mais aussi parce qu'il est extrêmement prégnant dans notre société. Donc, je veux dire, dès qu'on parle de yoga, dès qu'on parle de médecine alternative, on parle de cette spiritualité, finalement, parce que ces pratiques sont vraiment liées à cette activité spirituelle très mainstream aujourd'hui. Mais après, je choisis aussi, bien sûr, des intervenants, des spécialistes. Il y a une alternance entre spécialistes, donc souvent des scientifiques. Donc j'ai reçu des psychologues, des neuroscientifiques, des sociologues, des philosophes. Là, en ce moment, c'est une émission sur le complotisme avec une historienne, un spécialiste de la question. Et puis, à côté des spécialistes, il y a des témoignages. Donc là, je choisis des personnes qui, comme moi, ont questionné à un moment donné, de manière très profonde, un mode de pensée qui était important pour elles. Donc ça peut être, par exemple, la dernière série de témoignages, c'était sur le yoga. Et c'était une personne qui voulait se dépasser elle-même en tant qu'humain au travers du yoga et qui
finalement a un peu tout essayé, un peu comme moi, a essayé beaucoup de choses dans la spiritualité, mais notamment dans le yoga, et qui malheureusement pour lui est tombé dans une secte sexuelle et s'en est rendu compte au bout d'un moment, mais ça a été vraiment très compliqué pour lui de comprendre et de s'en sortir. Par exemple, pour donner un autre exemple, la série d'avant, parce que je fonctionne beaucoup par série, c'était avec une personne qui était dans le néopaganisme, donc les religions païennes, la Wicca, les choses comme ça, la sorcellerie, et qui raconte son parcours aussi dans cette croyance, et qui elle aussi en est sortie en comprenant, et c'est souvent ça, finalement, quand on commence à comprendre pourquoi on croit et ce à quoi on croit. C'est là qu'on peut prendre des décisions en conscience. Parce que souvent, on n'a pas conscience qu'on croit, comme je disais, mais on n'a aussi pas forcément conscience de ce en quoi on croit et d'où ça vient, en fait. Moi, j'ai envie de te poser la question de, finalement, déconstruire ses croyances. Est-ce que c'est facile après ça de retrouver sa place? Parce que qu'est-ce qui reste quand on ne croit plus ce qui nous a structurés? Alors, sortir d'une croyance, ça ne veut pas dire ne plus croire en rien. Je veux dire, on est humain, on croit tous en des choses. Moi, je crois à des choses et tout le monde ici croit à des choses. Et l'humanité croit. Je pense que c'est dans la condition humaine que de croire. Et ça, il y a vraiment pas de souci. Par contre, à un moment donné, si on questionne quelque chose qui est pour nous fondamental, c'est comme si on quitte une vocation professionnelle, ça crée un déséquilibre. C'est un moment de questionnement. C'est un moment où on va se poser des questions sur soi, sur le sens de notre vie, sur comment on veut vivre dans l'avenir. Voilà. Donc ça change notre quotidien. Donc forcément, c'est déstabilisant. Mais je pense que se défaire des choses qui ne nous conviennent pas, au sens qui nous font souffrir à un moment donné parce qu'elles ne nous correspondent plus, c'est ce qui nous permet de trouver une place. Alors sa place, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose d'épanouissant, quelque chose d'équilibrant, qui nous correspond à un moment. Parce que vivre à Rome, peut-être que ça te correspond aujourd'hui. Faire un podcast, faire du podcast, peut-être que ça te correspond aujourd'hui. Et peut-être que dans 10 ans, ce sera autre chose. Et je pense que voilà, on évolue tous avec l'âge, avec l'époque, avec nos découvertes. Donc, je dirais que on peut avoir la sensation de se retrouver tout nu quand on quitte quelque chose d'aussi profond, comme par exemple quitter une croyance de 15 ans et qui était pivot dans ma vie. Mais en fait, il y a tout un questionnement qui peut être super enrichissant en fait, et qui peut au contraire nous permettre de dépasser quelque chose qui ne nous convient plus. Tous les trois, tous les trois et tout le monde d'ailleurs, quand il s'agit de rompre avec le connu, de s'extraire justement du cadre, c'est quelque chose de difficile. C'est-à-dire on se met en danger, puisque on sort de sa zone de confort. Et je voulais savoir si le podcast, le fait d'avoir fait votre podcast, ces projets-là, ça a été une manière de vous aider à vous extraire, à passer les moments difficiles, les caps difficiles. Et là, j'ai la question pour tous les trois, donc je ne sais pas qui veut répondre en premier. Moi, clairement, ça a été pour moi vraiment le moyen de m'extraire du cadre, même si je ne me suis pas toujours senti dans le cadre, parce qu'en tant que coloriste de films d'animation, de faire des métiers comme ça, passion, c'était assez déjà un peu pour moi hors cadre, mais finalement j'étais un peu au bord du cadre. Et c'est vraiment quand je me suis lancé dans le podcast que j'ai senti que je pouvais faire quelque chose qui me ressemblait, qui m'appartenait, et que je pouvais être libre, autonome, qu'il y avait des statuts pour ça, qu'il y avait une manière de construire son autonomie et sa liberté. Je ne savais pas comment j'allais le faire, mais j'avais très envie de le faire. Donc pour moi, le grand saut, ça a été ça. J'ai commencé par faire une émission de radio sur une radio associative à Lorient, Radio Balise, sur la création sonore, qui s'appelait Bonnes Ondes. Et ça m'a permis vraiment de me faire la main, d'apprendre, et puis de partager, et d'oser partager ma voix, de l'écouter, et d'oser l'améliorer ensuite. Et après ça, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et surtout, il y a eu le confinement qui m'a permis de me lancer dans de la radio en direct. Et c'est là où Juno est né, Radio Juno, ma web radio. Et pendant le confinement, je prenais l'application Zoom avec des copains. Et les apéros Zoom, je les transformais en émissions de radio. Donc au lieu de juste boire des coups à distance, on racontait surtout des trucs. J'essayais de construire ça. Moi, je leur amenais ma passion de la radio. Et puis ils se sont pris au jeu. Je leur proposais d'aller enregistrer du son, de le ramener, moi je le montais, puis on faisait des petites émissions avec une ligne éditoriale et tout. C'était vraiment cool. Et de là, je me suis dit, des gens qui connaissent peu la radio, qui l'écoutent même jamais,
Ils se sont pris au jeu, ils ont pris la parole, ils se sont sentis mieux, ils ont osé être eux-mêmes, et que le média radio était assez facile vu qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait que la voix. Ce qui est déjà un joli pas, mais moins difficile. Et donc je me suis dit, je vais me lancer, je vais proposer ça à des personnes, des particuliers, des particulières, pour pouvoir lancer ça, quoi. Et du coup, les ateliers de Radio Juno sont nés. Et ensuite, j'ai tout réuni ça parce que ça me nourrissait pas encore assez. Donc, les clés du podcast, le podcast Clé en main pour l'entreprise m'a permis de financer et me permet encore de financer ça comme le projet avec Zai Zai, quoi. Laura, toi, il y a eu des moments difficiles aussi. Oui, carrément. C'est pas évident comme question. Je pense que oui, le podcast pour moi m'a vraiment permis d'accepter ma voix. En fait, je pense que le podcast c'est un moyen formidable pour s'exprimer, pour dire j'existe, pour dire en fait je vaux quelque chose et j'ai une parole, j'ai une vision du monde, j'ai une image des choses qui est intéressante et qui peut intéresser tout le monde. Et ça veut pas dire parce je trouve on a beaucoup été dans notre société sur une aseptisation des émotions où quand on exprime notre sensibilité, quand on se montre ce que les autres disent faible, mais en fait c'est de la vulnérabilité et ça sert à quelque chose. On s'est vraiment laissé embarquer dans la réussite professionnelle, la réussite sociale, et on a beaucoup oublié qu'en fait il y a des émotions, et ces émotions elles sont importantes aussi à montrer dans ce monde. Et pour moi en tout cas ça c'est mon parcours personnel, et c'est vraiment la sensibilité quand justement il y avait ces interviews pendant le festival de qu'est-ce que c'est pour toi, Laura, prendre ta place. Et pour moi, c'est montrer ma sensibilité. Et peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde, mais en fait, c'est ça, c'est arrêter aussi de vouloir absolument signifier quelque chose pour les autres, mais se dire, en fait, moi, de quoi j'ai besoin. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai fait cette démarche-là, que j'ai créé ce podcast, que je suis partie à Rome, que j'ai commencé, en fait, par écouter mes propres besoins, j'ai été beaucoup plus en phase avec les autres aussi. Et je trouve que le podcast, peut-être par ce format, par cette liberté, par l'accessibilité, par tout l'environnement qui gravite autour, est peut-être un formidable moyen, en fait, pour ça, pour prendre sa place. Chaque projet est très personnel. Vos podcasts sont vraiment portés par rapport à une histoire personnelle. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de générosité dans ce que vous donnez, dans la démarche. Je voulais savoir quelle relation vous aviez avec vos auditeurs, Elisabeth. Est-ce que toi, tu peux nous en parler un peu, justement? Est-ce que tu as des retours des auditeurs dans ce que tu transmets? Est-ce que tu construis les choses avec eux aussi? Oui, complètement. Moi, en fait, j'ai créé ce podcast parce que je voulais échanger avec des gens. Et je voulais pas être dans mon coin à faire ma métacognition sur moi-même. Parce que l'échange, en fait, c'est ça aussi qui nous fait nous questionner sur nous-mêmes et nous prendre du recul sur nos propres modes de pensée. C'est quand on voit comment les autres se questionnent aussi qu'on peut avoir cet échange-là. Et du coup, vraiment, j'ai voulu qu'il y ait cet échange, et je suis extrêmement présente sur les réseaux sociaux. J'essaye de répondre aux messages, j'essaye de répondre aux commentaires quand je vois qu'il y a des questions ou qu'il y a de quoi échanger sur tout ça. Ça prend énormément de temps, mais je trouve ça vraiment super riche. Et alors du coup, ce que je fais aussi, c'est que comme j'ai une périodicité hebdomadaire, le lundi qui précède donc la publication du vendredi, j'écris le texte de l'introduction du chapitre de la série qui est en cours, en fait, du chapitre qui sera diffusé le vendredi. Et vraiment, je prends en compte les réactions des gens sur le chapitre précédent, les questions, les remarques, les critiques, les gens qui ne sont pas contents. Parce que quand on se questionne sur nos modes de pensée, en général, c'est pas facile, quoi. Je veux dire, le podcast Méta de Choc, il s'appelle Choc parce que c'est assez choquant et parce que ça gratte, quoi. C'est du poil à gratter et c'est énervant. C'est plus qu'énervant, quelquefois, c'est agaçant. Et du coup, j'aime bien voir comment les gens réagissent et pouvoir leur dire, OK, peut-être que ça vous a énervé, peut-être que vous êtes... vous retentez le coup avec le chapitre 3, mais bon, ça commence à vous gaver. Mais voilà ce qui se passe aussi. On est en train de parler de telle ou telle chose. Et voilà, j'essaye de guider aussi, ou d'expliquer la démarche que j'ai, moi, en faisant cette émission. Parce que, par exemple, pour vous donner un exemple, là, l'émission en cours, c'est sur le complotisme. Et moi, ce que je veux faire comprendre aux gens dans cette émission, et c'est ce que j'ai découvert en la faisant, en fait, en la préparant, c'est qu'on est dans un bain de complotisme et qu'il y a de très fortes chances que
beaucoup des auditeurs se rendent compte avec l'émission qu'ils sont eux-mêmes complotistes, qu'ils ont des modes de pensée complotistes, parce que c'est pas je suis complotiste ou je suis pas complotiste, c'est un continuum avec toute une zone grise, et que se rendre compte de ça, c'est pas flatteur, c'est pas forcément agréable, mais en même temps, ça nous permet de nous questionner et de, pourquoi pas, se dire, tiens, ce mode de pensée, en fait, il m'appartient pas. C'est parce qu'il est mainstream, il est autour de nous, et est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas ? Absolument. Des retours sur Zai Zai aussi, des gens qui vous écoutent ? C'est essentiellement Anne-Laure qui reçoit tous les messages et Guéno, mais il y a pas mal de familles qui sont pas mal inspirées de leur démarche, qui leur demandent des conseils, qui leur demandent d'en savoir un peu plus sur... Est-ce que ça a suscité des vocations ? Je sais pas, sûrement. En tout cas, ça peut être, je pense, renforcer des envies de voyage, des envies d'ailleurs, et de se dire que c'est possible de traverser l'Atlantique avec 5 enfants, 4 adultes sur un bateau de 13 mètres. Ça se fait. et j'adore, moi, ce côté-là, cette énergie-là. Et je sais qu'on a eu des retours aussi chouettes par rapport, et ça, c'était pour moi, pour la réalisation. Et le côté aussi, on faisait référence à Là-bas si j'y suis, qui est pour moi le départ de la création radiophonique. Pour moi, du podcast ou autre, c'est vraiment cette émission. Et de te faire entendre des morceaux de vie, des pensées, et de mélanger tout ça dans une jolie palette et une jolie réalisation. J'étais super content de ce genre de retour, parce que c'était vraiment ce mélange des deux. Mais il faudrait demander plus la question à Anne-Laure à leur retour, quoi. On lui demandera. Et Laura, est-ce que toi, tu as des retours de tes auditeurs qui... J'avais complètement oublié de dire quelque chose, c'est qu'en fait, quand j'ai fait ce podcast, c'était aussi parce que j'avais rencontré des gens tellement formidables, j'avais tellement envie que tout le monde les écoute. Et donc, du coup, quand tu posais la question de la cible, en fait, moi, ma première cible, c'était mes amis. J'avais envie, en fait, qu'on écoute leur histoire. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on termine, quand ils écoutent en fait l'épisode, souvent ils répètent la même chose, ils disent merci parce que maintenant j'aime mon histoire. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Et après, bien sûr, il y a des retours, mais c'est vrai que c'est amusant, cette pensée de la cible, tu vois, c'est complètement différent. Et après, d'autres personnes qui vont écouter le podcast, souvent c'est ils vont m'extraire des petites citations parce qu'en fait. Quand on est tellement spontané, quand on est si spontané qu'on est dans une discussion qui n'est pas du tout préparée, on sort parfois des pépites, des phrases, vraiment des citations qu'on a envie d'accrocher à son mur. Et c'est ce que font mes invités, quoi. Et donc j'ai un retour parfois du public de « mais ça, ce mot-là, il a fait écho à cela ». Et alors combien d'épisodes il te faudra encore pour avoir une réponse à ta propre question ? Eh ben, je ne sais pas, mais ce qui est amusant, c'est qu'au début, j'étais un peu plus frileuse. Sur m'exprimer, c'est-à-dire dans la discussion, c'est vraiment une discussion, c'est une conversation. Mais au début, je racontais un peu moins ma vie, je sortais des petites choses et tout. Et en fait, au fur et à mesure, maintenant, je commence à prendre la place dans la discussion et rebondir et dire « Ah oui, c'est vrai, tu dis ça sur la fuite. C'est vrai que moi, en fait, on m'a posé cette question-là et donc j'ai imaginé ça, etc. » Et donc je me dis, là, plus on s'approche, c'est d'ailleurs ce que des amis m'avaient dit, ils me disent « Ah, maintenant, on te connaît un peu mieux dans le podcast. » Et du coup, je pense que ça va se faire au fur et à mesure, mais que la question sera un peu éternelle et c'est peut-être mieux, en fait, de ne pas avoir de réponse, mais de chercher plutôt. Question éternelle, cher public, est-ce que vous auriez des questions éternelles à poser à nos invités ? On arrive un peu à la fin de la table ronde, on a encore 10-15 minutes. Normalement, c'est le moment pour vous de venir les titiller. Et il y a un petit micro là, si vous pouvez vous lever et... devant la scène, juste devant la scène. Cette salle est grande, il faut un peu de temps de suspense, tout ça. Moi, dans vos trois histoires, du coup plutôt toi dans l'histoire que tu suis, ce que j'aimerais bien savoir, c'est les sentiments au moment de prendre une telle décision et je sais pas, la peur, l'excitation de ces grands changements. Toi, quand tu pars à Rome, vous, quand vous décidez de changer... de remettre tout en question comme ça et tout, quel sentiment ça suscite et voilà, je sais pas si c'est... Ok, c'est comme tu l'as dit, c'est la joie et l'excitation mélangées. Et la joie, c'est celle qu'il faut toujours écouter. Et il y a de la peur évidemment, mais c'est plus maintenant une conseillère. Et moi, la première fois, mais vraiment, où j'ai fait mon premier atelier radio, j'étais je mourais de peur à l'intérieur, alors que j'allais juste voir des gens hyper sympas, boire des bières et faire de la radio, quoi. Et je connaissais déjà la musique électronique, donc je pouvais techniquement assurer. Et juste le moment où j'ai serré la main à cette personne, ça y est, quoi. J'étais dans le bain, j'ai fait du son, et ça m'a amené jusqu'à maintenant, parce que j'ai juste été à un atelier radio, donc
Vraiment, c'est juste ce premier moment qui ensuite passe, comme là, quand tu prends la parole en public, 5 minutes, puis après c'est réglé, t'es dans un bain et c'est parti, quoi. Mais vraiment, c'est deux. Il faut toujours écouter la joie, évidemment, quoi. Et pour je sais pas si la famille que tu suis, il y a eu t'en as parlé avec eux Si, ouais, carrément. Mais eux, c'était encore plus dur parce qu'ils ont vendu toute leur maison. Enfin, Anne-Laure a cofondé la coloc, donc il y a énormément aussi de responsabilités. C'est un peu son bébé, mais elle le laisse à moitié. Elle essaie de trouver 2-3 jours par mois pour bosser, mais finalement, elle se rend compte que c'est pas possible et que c'était dans cette expérience-là qu'elle a appris. Mais eux, ils ont fait un saut encore plus grand parce qu'il y a une famille, il y a des amis, il y a toute une vie en fait. Mais c'est possible. Et j'adore accompagner des gens comme ça et montrer que oui, c'est possible, malgré Des fois, on peut faire des choix vraiment dès le départ, mais bon, ça accumule, on n'ose pas, et un jour, oui, ça devient beaucoup plus dur, mais c'est encore possible, quoi, clairement. C'est vrai qu'aussi, quand même, sur s'extraire du cadre, là, on a l'air très heureux, etc. Mais je pense que c'est pas forcément quelque chose d'évident, on va pas se mentir. Moi, quand je suis partie, j'étais tout sourire. Et à l'aéroport, j'étais en larmes et je me disais que je faisais la plus grosse erreur de toute ma vie et que j'étais très conne et en fait que j'aurais dû rester et que j'avais toujours des idées comme ça et qu'il fallait peut-être parfois s'arrêter. Et après, donc tu vois, j'ai vraiment ce moment-là. Après, je me suis éclatée quand je suis arrivée. Je me suis dit, ah oui, j'ai quand même pris ma bonne décision. Mais quand j'ai pris la décision de rester, peut-être, tu vois, dans un an, ce sera le Brésil, je sais pas. Mais quand j'ai pris la décision de rester, ça a été très dur. De s'extraire du cadre. Tout ce cadre que tu as de je devrais avoir une vie comme si, pourquoi est-ce qu'en fait moi il faut toujours que je parte, pourquoi est-ce que je ne construis pas, mais en fait peut-être est-ce que je construis justement en bougeant dans le mouvement, et peut-être que c'est juste ça moi et les autres personnes elles fonctionnent différemment et tant mieux pour elles, mais ça a été un mois extrêmement dur pour moi, tu vois, et je pense que dans s'extraire du cadre, oui on en devient tellement heureux et je pense que c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai le sourire parce que je suis fière de mon parcours, mais ça a été très dur de s'extraire du cadre, d'essayer d'expliquer, de prendre des décisions qui sont radicales en fait, le moment où tu dis en fait là c'était pas juste un an d'escapade, c'est la vie que j'ai décidé de mener pour l'instant. Donc petit point de vigilance sur oui on est très heureux, mais c'est dur de s'extraire du cadre. C'est un peu de la lutte contre des croyances, tout ça, hein, quand même. Pardon ? C'est un peu de la lutte contre des croyances, tout ça aussi. Ouais, mettre en pratique, finalement. Sans doute, ouais. Moi, je n'ai pas vécu de traumatisme par rapport à ça ou de grands questionnements cornéliens. Je pense que j'ai toujours été un peu une rebelle au niveau du milieu du travail. J'ai jamais vraiment accepté ce qu'on me proposait. J'ai toujours été un peu à côté, un peu observatrice, en fait. Et le fait avant de créer le podcast, moi j'ai pris du recul parce que j'en avais les moyens financiers. Pendant 2 ans, j'ai essayé des choses, ce qui est un luxe énorme. Alors, moi je tiens quand même à dire qu'il faut faire attention quand on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort et tout, parce qu'il y a aussi plein de gens qui se vautrent. Je veux dire, il y a beaucoup d'échecs et on n'en parle pas parce que c'est pas ce qu'on voit. Et puis il y a aussi des choses, des alertes, comme tu disais, la peur, je veux dire, il faut la prendre en compte. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, il y a des endroits où on n'a pas envie d'aller, et tant mieux, parce qu'il faut l'écouter, ça. Donc moi j'avais un certain confort et j'ai pas senti un confort financier, un confort émotionnel, j'ai pas senti de difficulté à me lancer là-dedans. Au contraire, quand j'ai eu l'idée du podcast, je me suis sentie super à l'aise, je me suis dit mais c'est génial en fait. C'est tellement plus simple que de faire des films. Je veux dire, un film, c'est pendant 5 ans. On va écrire un scénario qui doit être réécrit, parce qu'il y a toujours un diffuseur ou un producteur qui veut oui, j'ai pas très bien compris ce passage. Ça. Non, là, en podcast, si on est indépendant, comme c'est notre cas, il n'y a pas quelqu'un derrière pour nous dire ah non, ça, il faut éviter ou il faut faire autrement. On peut enregistrer et diffuser la semaine d'après, quoi. C'est génial. Donc, pour moi, c'est vraiment un mode d'expression de podcast. C'est avec le podcast que j'ai commencé à m'exprimer. Avant, quand j'étais vraiment purement dans le documentaire ou dans d'autres milieux professionnels avant d'être dans le documentaire, j'étais au service des autres, au service du projet des autres, de la vision des autres, et ça me plaisait beaucoup. J'étais la petite main, j'étais la productrice, j'étais la monteuse, etc. Et ça me plaisait beaucoup. Et j'avais pas spécialement envie de prendre la parole, moi en premier. Et le podcast est arrivé pour moi comme une solution à un désir nouveau et soudain de prendre la parole. Et pourtant, dans mon podcast, je m'exprime peu. Je dis peu de choses, je parle peu. Mon but, c'est de faire parler des gens. Mais je choisis les gens de telle sorte que, évidemment, je les choisis parce qu'ils me plaisent, parce que ce qu'ils disent m'intéresse. Voilà. Donc, pas de grand traumatisme, pas de grande
friction pour moi de ce point de vue-là. Est-ce qu'on aurait une autre question? On aime bien les questions. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, c'est sympa les questions. Non. Alors moi, j'ai une dernière question. C'est quoi la suite pour chacun d'entre vous, du coup? La suite. Alors, moi, c'est un grand continuum. Il n'y a pas de grande révolution en perspective. Un prochain sujet qui arrive. Alors, prochain sujet. Ah oui. Alors, prochain sujet, après le complotisme, ce sera la manipulation et le développement personnel en entreprise. Et c'est en fait manipulation et le développement personnel. Donc les deux sont très liés. Ils peuvent l'être. C'est en fait une captation, parce que j'ai différents formats. Et là, c'est une captation d'une conférence, d'une table ronde à laquelle j'ai participé aux rencontres de l'esprit critique qui a eu lieu à Toulouse il y a quelques semaines. Et donc, je vais retransmettre cette table ronde sous forme de podcast. Voilà. Il y aura également un intervenant à la rentrée, puisque ce à quoi je pense... Alors, après ça, sur l'entreprise, il va y avoir une émission sur l'anthroposophie, qui est une croyance à mouvance, à tendance sectaire. Et là Qu'est-ce aussi, que c'est que l'anthroposophie? L'anthroposophie, c'est un grand mouvement spirituel qui propose, par exemple, les écoles Steiner. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent les écoles Steiner, les écoles alternatives, qui propose aussi l'agriculture biodynamique, qui propose la nef, la banque, la nef. Et c'est en fait un mouvement dont on ne se rend pas compte qu'il a comme ça plein d'expressions, plein de domaines, mais qui sont fondés sur vraiment tout un pan spirituel et même magique. Et donc, par exemple, le vin biodynamique, c'est du vin biologique, mais qui utilise aussi des potions magiques, en fait, qui fait potentiellement des sacrifices d'animaux ou qui va suivre les cycles de la Lune pour décider à quel moment on va enterrer des cornes avec de la bouse de vache dedans pour faire potentiellement améliorer les vignes. Bon, est-ce que les gens savent que la biodynamie, c'est ça? En général, non. Voilà, donc ce sera une émission là-dessus. Julien, la suite? Ouais, il y a un projet de 6 épisodes de podcast, alors pas avec Zai Zai, mais avec un foyer, le foyer à Velvoir à Lorient, de foyer d'adultes handicapés, où on va raconter leur histoire en 6 épisodes de 10-15 minutes. Et ça va commencer en juin. C'est la suite d'un projet que j'avais fait aussi dans l'IME de Querpont, qui est un institut médico-éducatif avec des jeunes handicapés, avec lesquels on a fait une émission de radio en direct au cœur du lieu. Et c'était hyper chouette de les voir s'épanouir au micro. Et puis, ça permet aussi d'oublier un peu, avec la voix, le handicap, le visuel, et ça nous permet aussi de mieux connaître leur vie. Donc ça, c'est le projet qui arrive tout de suite en juin. Et puis, je continue à accompagner essentiellement des entrepreneuses à développer leur univers avec le podcast, parce que c'est un moyen magnifique de raconter, d'être soi, et de pouvoir aussi apporter leur univers aux personnes qu'elles souhaitent accompagner. Et puis une saison 2, du coup, pour Zai Zai? Il y a une saison 2, mais elle va prendre une forme nouvelle. On va en parler avec Anne-Laure et Guéno quand ils arriveront la semaine prochaine. Et je vais former surtout, comme je disais, Anne-Laure, et celle qui va reprendre la main sur des petits formats plus courts. Elle a aussi prévu d'écrire un livre, il y a un film en production, elle manque pas d'idées, donc elle va reprendre un petit peu tout ça. J'aurai peut-être plus un rôle de regard, d'oreille extérieure que de réalisateur sur cette saison 2, quoi. On verra, tout est possible en même temps, quoi. Et Laura? Je ne sais pas, la suite. Je ne sais pas. Et peut-être, oui, je ne sais pas. Peut-être Why Are You in Rome, ça peut être Why Are You in Rio, Why Are You, je ne sais pas. On sent que le Brésil est... Oui, le Brésil, c'est un peu c'est un peu ma nouvelle lubie. Non, mais je pense surtout qu'on demande tout le temps quels sont tes projets, qu'est-ce que tu vas faire. Et on m'avait posé cette question en février, et j'avais dit, mais est-ce que tu peux pas plutôt me poser qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et à partir du moment où, pour moi, je fais ça, je me sens beaucoup plus alignée, moins stressée, et il se passe beaucoup plus de choses sympas et excitantes. La boucle est bouclée avec nos discussions d'ouverture du festival sur la temporalité et un rapport au temps qui change en ce moment. Donc, soyons dans le présent. S'il n'y a pas de questions, on va conclure cette table ronde. Dernier regard, non. Merci beaucoup. C'était la dernière. Ça continue quand même. On va faire la fête ce soir. Et puis tout ça est à retrouver sur YouTube et sur nos réseaux sociaux.
Toutes les conférences sont en replay incessamment sous peu. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci.